Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on a plein de choses sur lesquelles revenir avec les victoires contre Toronto et Memphis, la défaite rageante sur la fin contre Phoenix et puis plein d'autres petites infos. Mais c'est vrai qu'on avait terminé la dernière vidéo en parlant de ce match contre Toronto qui venait tout juste de trader Siakam à Indiana et qui jouait la veille face à Miami. Et ils ont explosé Miami avec un Gary Trent qui était à 8 sur 9 à 3 points, enfin bref. Et c'était son anniversaire lorsqu'il jouait face à nous. Il n'a pas eu la même réussite, heureusement pour nous. Mais dans ce match-là, contre Toronto, ce qui a été un peu le fil rouge de notre part, c'est notre capacité à aller au cercle, à mettre énormément de points à l'intérieur. L'absence de Jacob Poeltl a énormément aidé pour ça, il faut le dire. Mais c'est vrai que défensivement, les lignes arrières de Toronto, quand tu perds des joueurs comme Siakam et Anunoby en l'espace de 2 semaines, tout de suite, c'est pas la même, quoi. Gary Trent, défensivement, c'est pas le même standing. Donc, on a profité d'énormément d'espace pour attaquer le cercle, aller mettre des points à l'intérieur. Et il n'y avait pas grand monde pour bloquer les drives au départ et les contester vers le cercle une fois qu'on y arrivait. Donc, ça a été un petit peu, ouais, comme je disais, le fil rouge pour nous dans ce match-là. Et heureusement, parce qu'on a eu une adresse à 3 points absolument dégueulasse tout le long. Je crois que le premier 3 points qu'on met, c'est Patrick Williams qui, dès son entrée en jeu, en met un. Lui qui revenait de blessure après avoir loupé les 2 matchs précédents. Mais sur l'ensemble du match, et on y reviendra à la fin, on a eu une adresse extérieure absolument dégueulasse. Le truc, c'est que Toronto aussi, au fil du match, trouve des espaces pour aller au cercle, notamment dans le deuxième quart-temps où ils signent un 11-0 avec beaucoup trop d'espace qu'on leur laisse. Voilà, on bloque pas un drive. Même Tadeusz Young va claquer un dunk, c'est dire si on leur laisse faire un peu tout ce qu'ils ont envie de faire. Et au final, bah, on mène que de 5 points à la pause. Et, et dans le troisième quart-temps, tu te dis qu'il y a moyen que ça tourne vinaigre parce que Zach Lavine se blesse à la cheville assez rapidement dans le troisième quart-temps. Il se blesse à la cheville droite qui se tord assez salement en retombant sur le pied d'un joueur adverse. Et tu le vois boiter en partant au vestiaire. Il va essayer de revenir vers la fin du troisième quart-temps. Il va refaire genre 2 minutes sur le parquet, mais ça tenait pas, c'était trop douloureux. Il a fini par lâcher l'affaire. Mais heureusement, pendant ce temps-là, on a été capable de maintenir notre avance, toujours en continuant d'aller mettre énormément de points à l'intérieur, avec un Vucevic phénoménal, parce que du coup, sans Poeltl, il n'avait pas vraiment de joueur de sa taille pour se mettre en opposition face à lui, donc il a eu énormément de mismatch à exploiter. Il était largement au-dessus de tout le monde en termes de taille, etc. Donc il en a bien profité, il a mis des hooks, il a mis des lay-ups, il a pris énormément de rebonds, il a frôlé le triple-double sur ce match-là. Euh, et c'est comme ça aussi qu'on a été capable de maintenir notre avance, même si Billy Donovan, au début du quatrième quart-temps, a décidé que pendant quelques minutes, on allait jouer ultra small ball avec Patrick Williams en pivot, et on s'est fait défoncer. Et c'est à ce moment-là que Toronto est repassé devant, s'est relancé complètement avec un Scotty Barnes excellent qui a mis énormément de points près du cercle, qui a mis des shoots extérieurs, enfin qui a été excellent pour relancer son équipe. Et, euh, et du coup, ben, tout le reste du quatrième quart-temps, ben, ça a été une bataille jusqu'au bout, parce qu'on s'échangeait des points, on allait mettre des lay-ups, ils en mettaient, on en mettait, ils en mettaient, donc c'était un petit peu compliqué. Et au final, on a été capable d'intensifier notre défense dans les dernières minutes pour créer enfin quelques stops défensifs, aller mettre des paniers en transition. On a été capable de forcer Toronto à prendre des shoots extérieurs plutôt que d'aller au cercle. Donc on a bien bloqué les drives, ils n'avaient pas vraiment d'autres options que de prendre des shoots de loin. Et comme on a bien sécurisé les rebonds, derrière, ça nous a permis de prendre l'ascendant dans les dernières minutes, notamment Kobe White qui a pris 2 bons rebonds sur ces séquences-là. Et c'est encore Kobe White qu'on retrouve à la fin et qui met le panier qui scelle le sort de ce match avec, encore une fois, un drive où il encaisse le contact et il aurait même pu avoir la faute sur ce panier dans la raquette qui donne la victoire aux Bulls au final 116-110 dans une fin de match extrêmement bien gérée, bien maîtrisée. Et euh, il y a des stats qui appuient ce contexte-là, on peut dire, parce que donc après ce match-là, à ce moment-là, les Bulls étaient l'équipe qui avait disputé le plus de minutes clutch selon la définition que la NBA en fait, c'est-à-dire 5 points d'écart maximum sur les 5 dernières minutes du match.
Donc dans ces périodes-là, Chicago a joué 101 minutes, ce qui est le plus haut total de la ligue. Hein. On a eu plein de matchs serrés, des matchs qui sont allés en prolongation, etc. Et on est aussi l'équipe qui a joué le plus de matchs tout court, donc forcément ça joue. Mais dans ces minutes-là, donc les 5 dernières minutes, 5 points d'écart, dans ces minutes-là, on a tout simplement le meilleur defensive rating de la ligue, c'est-à-dire qu'on a la meilleure défense. C'est là qu'on encaisse le moins de points, on est capable de faire énormément de stops. On est deuxième de la ligue, pareil, toujours sur cette période-là, hein, 5 minutes, 5 points d'écart. On est deuxième de la ligue en termes de ballons perdus provoqués à l'adversaire. Donc on est les deuxièmes à provoquer le plus de pertes de balles chez l'équipe d'en face. Et on est la troisième équipe à concéder la plus faible adresse à l'adversaire. C'est-à-dire que dans les 5 dernières minutes du match, donc dans les minutes clutch et 5 points d'écart, les adversaires face à nous ne shootent qu'à 38,4%. Donc on est capable de leur voler des ballons, on est capable de leur faire réduire leur pourcentage au shoot, on sécurise les rebonds, et derrière, et donc voilà, c'est défensivement qu'on fait la différence, mais aussi euh, par une meilleure répartition des munitions en attaque, où c'est moins souvent la DeRozan et démerde-toi. On a vu Vucevic être clutch sur plusieurs matchs cette saison. Il y a eu un match en prolongation récemment où il l'a été. On a vu Kobe White sur ce match contre Toronto où il met le panier qui assure le succès. On a vu Caruso aussi plusieurs fois dans la saison, notamment le deuxième match de la saison déjà contre Toronto quand il met ce 3 points qui arrache la prolongation. Donc voilà, c'est pas uniquement DeRozan, même si sur le match à Phoenix, on va y revenir, c'est un petit peu plus comme ça. Mais bref, voilà, attaque plus variée, défense qui est capable sur une période assez courte de faire des différences. Voilà, c'est quelque chose que, à l'expérience, voilà, quand tu alignes les bons 5 dans ces fins de match-là, avec du Kobe, avec du Caruso, avec du Patrick Williams, avec du Vucevic pour des rebonds aussi. Donc voilà, quelque chose qui est quand même assez intéressant à souligner parce que mine de rien, pour une équipe comme la nôtre qui dispute énormément de matchs très très serrés, c'est bien d'être capable de faire des différences dans ces moments-là et on est capable de le faire aussi bien défensivement qu'offensivement derrière, donc c'est quand même intéressant. Et l'autre bon point sur ce match-là contre Toronto, malgré un vilain 6 sur 24 à 3 points, donc c'est quand même dégueulasse, hein, ça fait même pas 24%, euh, on a shooté sur l'ensemble du match à 52,7%. Pourquoi? Parce qu'on est allé mettre 74 points dans la raquette. Sur les 116 qu'on a mis, 74 points dans la raquette. C'est énorme, c'est évidemment notre record cette saison. Dernièrement, on avait déjà fait des matchs entre 58, 56, 60 points dans la raquette, mais là, 74, avec plein de mecs qui se sont régalés. Vucevic, il finit avec 24 points à 12 sur 20, 14 rebonds, 7 passes décisives, donc il a flirté avec le triple-double. DeMar DeRozan, 24 points, 7 rebonds, 6 passes. Kobe White, 23 points, 8 rebonds, 4 passes. Ayo qui sort du banc, qui met 10 points et donne 5 passes décisives. Patrick Williams avec 12 points en sortie de banc. Donc voilà, on a eu le danger qui est venu un petit peu de partout et tout le monde a attaqué le cercle. Patrick Williams aussi a claqué quelques dunks importants dans le quatrième quart-temps. Donc voilà, un vrai bon succès collectif où tout le monde a été capable d'hausser son niveau de jeu quand il a fallu pour faire la différence. Et ça nous a permis de conclure ce road trip de 3 matchs sur un bilan positif de 2 victoires et 1 défaite. Et à chaque fois que tu fais un road trip et que tu le finis avec un bilan supérieur à 50%, c'est quand même extrêmement intéressant, sachant que, comme on le disait, on a beaucoup de matchs à l'extérieur en ce moment. Donc c'est bien de pouvoir améliorer notre bilan sur ces matchs-là, parce que jusqu'ici il n'était pas fameux, mais dernièrement on en a quand même pris quelques-uns, donc ça permet de monter un petit peu en puissance. Évidemment, le seul souci de ce match-là, c'est la blessure de Zach LaVine, parce que il était quand même si on peut dire qu'il le faisait pour essayer de favoriser un trade, il jouait quand même de manière beaucoup plus, en rapport avec ce que le reste de l'équipe faisait pendant qu'il n'était pas là. On a vu du jeu collectif, on l'a vu refuser des shoots pour impliquer ses coéquipiers, faire des bonnes passes, etc. Il a fait 3 matchs de suite à 7 passes décisives. Euh, il était impliqué, il a essayé de faire des choses. Souvent en défense, on l'a souligné dans certains matchs, pas tous, mais dans certains matchs, pardon. On le voyait défensivement faire de bons efforts, courir à droite à gauche, faire des close-out, etc. Là, bon, en plus, il se blesse au bout de 7 matchs.
Et bah, sachant qu'on est à un peu plus de 2 semaines de la deadline pour les trades maintenant et qu'il est annoncé avec une absence entre 1 et 2 semaines, le timing n'est pas génial. Pour lui, parce qu'au global, la saison est quand même pas ouf de sa part, entre les envies de départ et puis même les performances toutes simples et puis les blessures. Il a déjà raté pas mal de matchs. Et puis bah, s'il veut s'il veut vraiment partir, bah là, je ne sais pas si ça change grand-chose pour les équipes, vu qu'apparemment, il n'y avait pas vraiment d'équipe intéressée pour faire un trade pour le faire venir. Je pense pas qu'une blessure à la cheville change grand-chose, du coup. S'il y avait 7-8 équipes dessus et qu'il y en a la moitié qui sont refroidies à cause d'une blessure, c'est une chose. Mais s'il n'y a pas d'équipe, mais bon, ça après, c'est toujours les rumeurs, etc. On ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui est fondé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'un coup, on te dit que personne ne le veut, un coup, on te dit que Atlanta, pourquoi pas, que les Lakers, pourquoi pas. Enfin, de toute façon, les Lakers, ils sont intéressés par 99% des joueurs de la NBA, donc voilà, de toute façon, c'est un peu compliqué. Mais bref, on va bien voir ce que ça donne à ce niveau-là. On va déjà voir s'il revient, enfin, comment il revient, s'il revient avant la deadline, et puis s'il n'est pas tradé d'ici la fin de saison, est-ce qu'il va continuer sur cette ligne de conduite qu'il a montré pendant qu'il était revenu pour 7 matchs, à savoir s'impliquer dans le collectif, essayer de faire monter sa cote pour mieux partir cet été, sachant qu'il aura encore 3 ans de contrat. On va voir ça. Mais donc bref, une belle victoire à Toronto, avec donc une belle maîtrise de la fin de match. Et puis un retour très furtif au United Center, où on a joué un match face à Memphis, pour une large victoire, une victoire aussi large que logique, parce que les pauvres Grizzlies, ils sont mais totalement décimés. Il manquait Ja Morant, il manquait Steven Adams, qui a pas joué de la saison, il manquait Marcus Smart, il manquait Brandon Clark, il manquait Desmond Bain, il manquait Derrick Rose. Euh, Rien que l'équipe des mecs, rien que les joueurs à l'infirmerie, t'as une équipe de malades, quoi. Euh, donc c'est vraiment, c'est triste pour eux, mais bon, bah voilà, on a su en profiter. Après, c'était l'occasion aussi de revoir de belles images avec Joachim Noah et Derrick Rose, parce que Joachim Noah s'est pointé le matin au shoot-around matinal des Grizzlies pour voir Derrick Rose. Après, il était au match. Il a parlé pendant le troisième quart-temps au micro avec Stacey King et Adam Amin. Donc c'était des images sympas. Puis après, sur la toute fin, quand le match était plié, ils ont montré Derrick Rose sur l'écran géant et il a eu droit à sa petite ovation comme d'hab. Donc à chaque fois qu'il revient, c'est toujours sympa. Mais bon, donc large victoire face à Memphis, mais qui a quand même mis du temps à se dessiner parce que le premier quart-temps a été d'un scoring très faible et beaucoup, beaucoup de maladresse. Memphis, je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, les 9 premiers shoots du match pour Memphis, c'est que des 3 points. C'est pas spécialement parce que défensivement on laissait aucun espace pour aller au cercle, mais ils se sont dit, voilà, première intention, 4 secondes de possession, boum, je dégaine à 3 points, brique, boum, je dégaine à 3 points, brique, boum, je dégaine à 3 points, brique. Donc, ma foi, hein, pas de problème pour nous. Et en plus, la première fois qu'il y a un joueur qui décide d'attaquer le cercle, je crois que c'est Kennard qui part en dribble, et il reste quelques secondes sur la possession, et Caruso lui met une bonne bâche, donc histoire de le calmer tout de suite. Euh, Après, on termine le quart-temps avec Dalen Terry qui, dans la même minute, envoie un airball à 3 points, puis un step back qui fait filoche sur le buzzer du quart-temps pour mener 21-17. Donc c'est quand même les extrêmes, mais voilà, le mec il fait un airball et derrière il a la confiance de prendre un step back sur le buzzer, pourquoi pas. C'est Dalen Terry, doute pas, mais bon, voilà, c'est quand même. C'est laborieux, mais c'est comme ça. Donc on mène que 21-17 après un premier carton, bah voilà, au scoring assez faible, à l'adresse assez faible, avec beaucoup de ballons perdus, etc. Et même à la pause, il n'y a que 10 points d'avance, malgré des bons efforts, malgré des passages où défensivement on provoque pas mal de ballons perdus, on a les mains actives, on coupe les lignes de passe, on va en transition. On mène que 10 points à la pause, et même Memphis, au début du troisième quart-temps, passe devant. Parce qu'on revient, on est endormi, on fait pas un stop, on laisse les mecs aller au cercle, on se dit bon voilà, il faut quand même attendre ouais, à peu près 3-4 minutes dans le troisième quart-temps pour se dire bon, ça suffit, maintenant on va peut-être se sortir un peu les dos du cul. Et là on a commencé à enchaîner les poignées à 3 points avec Kobe, avec Ayo, avec Caruso. On met un 17-0 et pareil, on a remis un petit peu la seconde sur le plan défensif pour faire des stops, couper les lignes de passe, etc. Et puis après, bah, à partir de ce moment-là, on a pris une avance que Memphis, bah, il n'y avait plus la force, il n'y avait plus les rotations, il n'y avait plus l'énergie pour revenir. On a même pris jusqu'à 30 points d'avance dans le quatrième quart-temps. On a même vu la première apparition pour les Grizzlies
d'un certain Scottie Pippen Jr. qui a signé en two-way avec eux peut-être la semaine d'avant ou 10 jours avant. Mais il n'avait pas encore joué avec le roster principal. Et là, il est rentré en fin de match parce que c'était un garbage time, il y avait 25 points d'écart. Et il disait, même lui, avant le match, il disait c'est dingue de se dire de jouer dans une salle où il y a le maillot de ton père qui est accroché au plafond, qui est retiré, quoi. Donc c'est forcément un moment spécial dans sa toute jeune carrière à Scottie Pippen Jr. Mais voilà. Et puis bon, au final, on s'impose 125-96 avec une performance collective de grande qualité, avec 7 joueurs à au moins 10 points, 51,6% au shoot, 42,4% à 3 points, donc déjà beaucoup mieux que le match d'avant face à Toronto. 32 passes décisives au total pour 8 ballons perdus seulement, donc ça c'est très intéressant aussi. Et d'ailleurs, c'était la 9e fois de la saison qu'on faisait au moins 30 passes décisives dans le même match, et sur ces matchs-là, on est à 7 victoires et 2 défaites. Et il y en a au moins la moitié où Zach LaVine était là. Donc c'était la période là, les 7 matchs qu'il a joué avant de se blesser. Donc il a quand même participé à ça aussi. Et comme je disais, il avait fait 3 matchs de suite à 7 passes décisives. Donc il a été il a eu un impact là-dedans quand même. Et donc voilà, 7 joueurs à au moins 10 points. Tu as du Ayo Dosunmu qui met 20 points en sortie de banc à 7 sur 10, donc 3 sur 5 à 3 points. Drummond qui fait un double-double avec 15 points et 10 rebonds. Javon Carter, qu'on voyait pas trop dernièrement, il a profité du garbage time, il a fini avec 12 points, avec quelques paniers à 3 points, mais aussi des attaques du cercle, donc voilà, ça le change un petit peu. Euh, Kobe White, 17 points, 5 rebonds, 5 passes, 4 sur 17, ou 7 sur 14, pardon, pas 4 sur 17, 7 sur 14 au shoot. Vucevic, 11 points, 11 rebonds, assez discret sur ce match-là, mais par contre, beaucoup mieux ensuite, face à Phoenix, mais bon, ça, on va y revenir. Mais c'est vrai que je voulais quand même revenir sur un petit truc, c'est que sur Twitter, après ce match-là, j'ai vu un sondage euh, qui était assez intéressant, et donc je vais développer un petit peu là-dessus. Le sondage était, parmi les 3 joueurs principaux du roster, donc Zach, Demar et Vooch, lequel a eu le meilleur impact depuis le début de la saison, l'impact le plus positif. Clairement, c'est pas Zach, hein, comme on l'a dit, son début de saison dégueulasse, son envie de partir, ses blessures, etc. On peut éventuellement mettre DeRozan en avant, parce qu'il est toujours là pour mettre des points quand il faut, même si je trouve que son leadership est peut-être plus impactant hors terrain, avec voilà, comment il se comporte avec les jeunes de l'équipe, avec Ayo, avec Patrick Williams, les Dalen Terry, quand il va en voir un ou deux jouer en G-League, et quand il emmène les autres les étés chez lui faire des entraînements. Et puis dernièrement, c'est vrai que DeRozan, même s'il continue de faire ses stats, etc., il y a quand même quelques matchs où tu le sentais un peu fatigué. Et puis il y a eu des fins de match où on lui a laissé les shoots dans les derniers moments. Et puis il n'a pas toujours fait les meilleurs choix. J'ai plus quel match exactement en tête, mais on en avait parlé dans une vidéo précédente où voilà, c'était pas forcément. Voilà, il avait enchaîné les erreurs dans un match, et je crois que c'était à Charlotte, et du coup on était allé en prolongation là-bas. Et il reste dans l'ensemble capable de faire de très bonnes choses, Demar, mais sur le trio Zach, Demar, Vooch, j'ai envie de dire que c'est Vucevic pour moi qui a le meilleur impact depuis le début de saison, parce que même s'il n'a pas d'adresse à 3 points, il est dégueulasse à 3 points, il est à 26% à 3 points depuis le début de saison, ce qui est dégueulasse. Il a loupé beaucoup de lay-up en début de saison, mais je trouve que en termes d'apport, avec ses double-doubles, avec sa manière de faire tourner le collectif, avec voilà, sa vision du jeu, ses post-ups, son intelligence de jeu pour voilà, faire les bonnes passes au bon moment, trouver les mecs qui cut, ressortir les ballons sur les gars à 3 points. Je trouve que c'est peut-être lui le plus régulier et qui a l'impact le plus intéressant de ce trio-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis il a été clutch aussi dernièrement sur quelques matchs serrés, le Vucevic. Hein, il y avait ce 3 points, je crois que c'est à San Antonio, où il met un 3 points important en fin de match aussi. Donc voilà, c'était. J'ai trouvé ce débat enfin ce sondage sur Twitter assez intéressant, et donc je me suis dit que j'allais en toucher 2 mots. Vous me direz vous ce que vous en pensez, mais moi je mettrais bien une petite pièce sur Vucevic. Mais après il y a débat avec DeRozan. Ce qui est sûr, c'est que ce sera pas difficilement mettre en avant Zach LaVine enfin, cette saison en tout cas. Et puis donc, après cette belle victoire à domicile contre Memphis, on est tout de suite reparti sur les routes, parce que, voilà, comme on l'a dit, on enchaîne les matchs à l'extérieur. Et là, on est parti sur un road trip que personnellement, j'aime beaucoup appeler le First Trip It Trip.
Parce que on le débute à Phoenix. Alors, il est 93. C'est là qu'on a gagné le 3e titre, à Phoenix. Ensuite, on va à Los Angeles, où on a gagné le titre de 91. Et on termine à Portland, où on a gagné le titre. Enfin, c'est pas à Portland qu'on l'a gagné, parce que c'était à Chicago, mais c'est contre Portland qu'on a gagné le titre 92. Donc, c'est le road trip du premier tripit pour moi. J'aime bien ça. Quand j'ai vu ça sur le calendrier, je me suis dit, ah, sympa. Sympa. Probablement pas fait exprès, mais j'aime bien. Donc voilà, donc à Phoenix, lundi soir, ouf, les Suns qui étaient en back-to-back, mais sur 5 victoires consécutives quand même. Et première mi-temps, mais de rêve, on a joué un basket exceptionnel. Franchement, je n'en revenais pas. Je dis non, là c'est trop gros. C'est trop gros. La circulation de balles extraordinaire. Excellente adresse sur tous les tirs ouverts qu'on arrivait à trouver, parce que c'était des shoots qui étaient pris dans le bon tempo, qui étaient dans le flow. On était à 66,7% au tir dans le premier quart-temps, dont 7 sur 14 à 3 points. On était encore à 9 sur 20 à 3 points à la pause et plus de 52% au shoot. Caruso qui avait déjà 5 paniers à 3 points pour égaler son record en carrière. Défensivement, on faisait des super trucs aussi. Caruso face à Kevin Durant qui jusque-là enchaînait les briques. Ayo, il a éteint Bradley Beal. Booker, on l'a très peu vu. Et il n'a pas forcément eu une grosse réussite au shoot. On mène de 17 points à la pause. On mène de 23 points vers le milieu du 3e quart-temps. Mais à ce moment-là, on est sur un nuage. Et tu te dis, waouh, mais c'est trop beau. Franchement, j'y croyais pas. Je me dis, mais comment on mène de 23 points face à une telle équipe de Phoenix, quoi. On arrive à... Enfin, tout ce qu'on essaye de faire, ça marche, quoi. La circulation de balles, les shoots ouverts défensivement, on fait les close-out, on fait les contests, on sécurise les rebonds, on fait tout à la perfection. On est au top. Et t'es obligé, pour mener de 23 points sur le parquet de Phoenix, c'est pas par hasard, quoi. Et derrière, l'inverse. Plus rien. La fin du 3e quart-temps a été, mais invraisemblable. Ça commence par la 4e faute de Caruso, qui du coup sort pour être ménagé pour la suite du match. Et dans la foulée, c'est Drew Eubanks qui récolte une technique en se fritant un peu avec Drummond. Mais le problème, c'est que ça le met dans son match. Eubanks, du coup, il s'énerve, il claque 2 dunks de suite et ça sort Drummond de son match. Et Drummond, là, sur le coup, il était plus concentré, il était plus vraiment à ce qu'il faisait. Il s'est pris donc les 2 dunks sur la tronche, il a fallu tout de suite le ressortir et remettre Vucevic. Et le momentum a basculé à ce moment-là, parce que Kevin Durant, à ce moment-là du match, quand Caruso sort pour 4 fautes, il est à 13 points. Il est à genre 4 sur 15 au tir, ou 4 sur 13. Pas des trucs de ouf. Il est à moins 13 au plus-minus. Et bah derrière, déjà un que là sur la fin du 3e quart-temps, 3 points, 3 points. Je crois qu'il a mis 3 paniers à 3 points. Dès que tu essayais de faire une prise à 2 sur lui, tête de raquette, boum, il arrivait à trouver la passe qui emmenait une autre passe pour un shoot ouvert. Dès qu'on a fait une prise à 2, il a su exactement comment la. Ouais, il en a vu 5000 dans sa vie, des prises à 2 Kevin Durant. Hein, c'est quand même... Puis c'est Kevin Durant, hein, c'est un peu. Je prends large, il est top 15 all-time, donc je prends très très large même. Donc voilà, c'est pas étonnant qu'au bout d'un moment il se réveille et qu'il te défonce. Mais voilà, c'est de moins 23. On n'avait plus que 7 points d'avance à la fin du 3e quart-temps. Et puis Phoenix est passé devant dans le 4e quart-temps. Malgré un Kobe qui a tenté de sonner un peu la charge avec quelques paniers en pénétration. Et puis il y a un autre tournant vers la fin de match, on est dans la dernière minute, c'est serré évidemment, parce que c'est toujours serré avec les Bulls hein, pratiquement, sauf quand tu joues Memphis et qu'il manque la moitié de l'équipe. Il y a un panier refusé à DeMar DeRozan sur un shoot devant Grayson Allen, qui après review des arbitres, donc ils utilisent leur challenge Phoenix, c'est estimé comme une faute offensive parce qu'en retombant, il embarque les bras de Grayson Allen. Et selon les règles NBA, si tu fais une faute offensive, même si tu as marqué juste avant, et ben le panier ne peut pas être accordé, etc. Donc c'est un peu étrange. Donc ils enlèvent 2 points aux Bulls à ce moment-là. Derrière, évidemment, Phoenix revient. Kevin Durant, il y a un ballon qui traîne, qui lui arrive dans les mains, il est tout seul à 3 points, boum, ficelle. Derrière, DeRozan égalise en mid-range 113 partout. Il reste une vingtaine de secondes. Kevin Durant temporise.
Caruso fait faute sur lui, il reste 6 secondes, mais c'était une faute qu'il fallait faire, enfin, il nous restait une faute à faire avant d'envoyer un joueur au lancer. Donc là, il reste 6 secondes, remise en jeu, Kevin Durant qui part sur sa gauche, et là, on fait un énorme taf défensif, énorme. T'as Caruso qui tente de le contrer, t'as Patrick Williams qui vient en contest aussi. En plein air, Kevin Durant, il évite le contre, il reprend un shoot comme ça, il s'ajuste plein air, ficelle. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux difficilement mieux défendre ça. Tu as deux de tes meilleurs défenseurs qui viennent le contester à mort, qui l'obligent à changer de position en plein air, et le mec il met ficelle. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc il avait 13 points au milieu du troisième quart-temps, Kevin Durant, ok? Il a terminé le match avec 43 points. À 16 sur 32. 6 rebonds, 8 passes décisives. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est Kevin Durant. C'est Kevin Durant. Tu peux rien faire. Donc c'est rageant quand même dans le scénario, parce que mener de 23 points à Phoenix, j'y croyais pas. Le perdre comme ça de 2 points sur la dernière seconde, c'est rageant aussi, quoi. Surtout que bah, voilà, derrière il reste 1,6 secondes. On tente d'envoyer un lob pour Patrick Williams au cercle. C'est raté. Il y a une faute qui a été sifflée, il me semble. Mais en tout cas, on a eu la remise en jeu de nouveau. Et cette fois-ci, on n'a pas vraiment réussi à trouver un bon shoot, quoi. Demar DeRozan qui prend un 3 points en se retournant, mais qui est extrêmement bien défendu par KD aussi, qui avait bien suivi l'action, qui a fait un gros contest avec ses longs bras. Donc, mais voilà, sur la toute fin, on a arrêté, quoi. Sur le troisième quart-temps, quand Caruso est sorti et qu'on commençait à prendre un run, on faisait que perdre des ballons, on faisait que des choix précipités, il n'y avait plus un mouvement fluide, on n'arrivait plus à reproduire ce qu'on a fait pendant la première mi-temps et le début du troisième quart-temps qui nous avait mis à 23 points d'avance. On n'a signé que 3 passes décisives dans le dernier quart-temps. Ça ne peut pas suffire. Ça peut pas suffire. Donc on débute assez mal ce road trip, malheureusement. Mais on a l'occasion, on a 2 jours de repos. Jeudi soir à 4h30 du matin, on est chez les Lakers. Et on a 2 autres jours sans jouer avant d'aller à Portland dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi à 3h du matin. Donc au moins, on a un peu de période de repos et ça permet de souffler un peu, ce qui nous fait pas de mal parce qu'encore une fois, on est l'équipe qui joue le plus de matchs. On a Kobe et DeRozan qui sont les 2 premiers de la ligue aux minutes disputées. Donc voilà, et puis on est en effectif limité parce qu'on a moins de rotation avec Zach et Torrey Craig qui sont toujours absents. Donc, voilà, on approche de la demi-heure de vidéo, on va pas traîner beaucoup plus que ça. Juste une dernière petite info pour dire que Caruso a été sélectionné avec Team USA, il est dans la liste assez élargie, hein. Je crois qu'il y a une quarantaine de noms des joueurs qui sont susceptibles d'être appelés pour participer, faire les camps d'entraînement et ensuite aller faire les Jeux Olympiques à Paris. Je sais pas, je pense pas qu'il fera partie du roster final des 12 mecs retenus, mais voilà, c'est sympa pour lui, c'est une belle reconnaissance de la part du Team USA pour Caruso, sachant que bon, bah, y a pas Zach LaVine, il n'y a pas DeRozan qui eux ont gagné des médailles d'or avec Team USA par le passé. Mais voilà, Caruso est le seul représentant des Bulls et voilà, je pense que c'est mérité. J'aurais peut-être pu appeler Kobe White aussi, ça aurait pas été démérité, mais voilà, bon, enfin, c'est comme ça. Mais en tout cas, félicitations à Caruso, parce que c'est quand même un honneur assez important d'être reconnu par sa sélection. Donc voilà, c'est quand même plutôt cool. C'est quand même plutôt cool. Donc voilà, on va continuer ce first repeat road trip en espérant aller chercher deux bonnes victoires face à des équipes qui sont quand même en difficulté, hein, même si les Lakers, tu sais jamais trop, un coup oui, un coup non, 2 coups oui, un coup non, donc 2 coups non, un coup oui. Donc on va voir comment ça se passe, sachant que je crois que le dernier match, LeBron et AD étaient laissés au repos, donc ils devraient être présents face à nous, hein. Et puis Portland c'est en roue libre, hein, donc on va bien voir. On va bien voir. Déjà on se retrouvera après le match des Lakers, sur ce que ça a donné, et puis on refera le point à ce moment-là. Donc d'ici là, portez-vous bien, et puis on se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.